ce qui est important, c'est de jouer la partie. C'est pas de savoir si on va la gagner ou pas. Donc moi, je me dis, le partage doit devenir une évidence. Il faut que quelqu'un s'y colle. Moi, j'ai très envie de m'y coller, donc je m'y colle en fait. Sache ce qui te prend aux tripes. Et ensuite, une fois que tu es connecté à ça, en fait, lance-toi. Et le côté ose, vas-y au culot, te pose pas de questions. Je crois que c'est Mandela qui dit « Je n'échoue jamais, soit j'apprends, soit je réussis ». En fait, tu vas de toute façon en tirer énormément de choses si tu te lances dans l'aventure, en fait. Je pense que quand on est élevé comme une femme aujourd'hui, on est élevé différemment d'un homme, donc je pense que je serais pas la même personne en fait, tout simplement. Je pense que on est, en fait, on grandit dans le prendre soin des autres, dans se mettre plutôt derrière que devant. Et donc moi, de défendre un projet, ça a toujours été plus facile que de me défendre moi-même entre guillemets. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Merci. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner. Ça ne prend qu'une seconde, mais ça a fait toute la différence pour nous. Merci encore et bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où on prend le temps. Le temps de comprendre comment rendre l'impossible possible en explorant les parcours exceptionnels de mes invités. Qu'ils soient artistes, chefs d'entreprise, entrepreneurs sportifs ou encore activistes. Résilience, succès, inspiration, ils se dévoilent le temps d'une pause. Soyez les bienvenus. Et si entreprendre pouvait réellement changer le monde ? Mon invité du jour en fait la preuve. En quelques années, elle a sauvé avec son équipe des centaines de millions de repas du gaspillage en cofondant Too Good To Go. Elle a fédéré des entreprises autour de l'impact et de l'environnement en lançant la Climate House à Paris. Aujourd'hui, c'est l'économie du partage qu'elle défend et promeut à travers sa nouvelle start-up, Poppins. Comment bâtir un projet qui transforme nos habitudes ? Quels défis rencontre-t-on quand on veut allier business et engagement ? Quels biais faut-il affronter quand on est une femme, quand on est jeune et qu'on veut mettre l'impact au centre de ses initiatives ? Le temps d'une pause, elle revient sur son parcours et nous donne ses réponses. Salut Lucie Bache. Bonjour. Comment tu vas ? Super bien. Moi, ça va toujours globalement bien, surtout quand il fait beau dehors. Alors, c'est marrant parce que je te connais maintenant depuis des années et c'est vrai que moi, ce que j'aime chez toi, c'est cette capacité d'être toujours positive. Alors parfois ça me fait me questionner en fait, en disant, est-ce qu'elle est vraiment, pourtant je te connais, est-ce qu'elle est vraiment positive ? Je t'ai rarement vu avec Allons pas. Alors c'est marrant parce que je pense que pendant des années, et notamment toute la période Too Good To Go, j'avais vraiment peu de moments où j'allais pas. En fait, j'étais vraiment dopée à l'adrénaline, bulldozer. Et c'est vrai que moi, j'ai grandi à me dire qu'en fait, la tristesse, ça ralentissait. En fait, moi, j'ai perdu mon papa très jeune et je me rappelle qu'à ce moment-là, j'ai pleuré pendant 3 jours. T'as quel âge ? J'avais 18 ans et j'étais en prépa et je passais mes concours 3 mois plus tard. Ça faisait 2 ans que je bossais comme une folle et 3 mois plus tard, j'avais les concours qui allaient définir aussi, surtout à cet âge-là, on te dit, en fait, si t'es dans telle école plutôt que telle école, toute ta vie va être différente. Et je me rappelle que j'ai raté 4 heures de maths, du coup, pour l'enterrement. Et le lendemain, c'était soit je ratais encore 4 heures de maths, et du coup, je pouvais dire adieu à mes concours, globalement. Soit, en fait, je me levais de mon lit et j'allais retourner en classe, quoi. Et je pense qu'à ce moment-là, j'ai un peu fait le choix de... Soit je me laisse aller et je me morfonds, soit je me mets en mode bulldozer, je mets ma tristesse de côté et je continue à avancer. Et je pense que du coup après tout est allé très vite en fait. J'ai du coup intégré l'école 4 mois plus tard, puis j'ai fait mes 3 ans d'école où j'ai fait un double diplôme en plus, donc c'est allé super vite. Et après j'ai lancé Too Good To Go. Mais c'est extrêmement important ce que tu dis, merci de le partager. Tu as eu ce drame dans ta vie jeune. Toi, tu penses que le départ de ton papa a vraiment fait changer quelque chose, ou toi, tu étais déjà comme ça au départ ? Parce qu'encore une fois, tes parents entrepreneurs, profession libérale, tes parents, enfin, j'ai une sorte, toi, de vous trouver en fait dans la famille un ADN de liberté quand même. Complètement. Je pense j'ai toujours été hyper active, super entreprenante dans l'âme à être capitaine de l'équipe de volley, déléguée de classe. J'ai toujours été dans une espèce de leadership naturel et ça, je pense que c'est mon moteur de vie. Mais quand tu parlais de est-ce que je suis tout le temps heureuse, je pense que à ce moment-là, je me suis dit j'ai un choix à faire et soit je reste triste pendant des années durant, soit je choisis la joie et du coup mais certains de mes proches m'ont dit que j'étais presque dans une fuite en avant en fait, à enchaîner tous les projets comme ça. Et je pense que c'est pas complètement faux.
Je pense que du coup, je me suis jamais posée, en fait. Et cette charge mentale qui a pu être la tienne à ce moment-là, c'était aussi, tu voulais être forte aussi par rapport à ta maman, par rapport à tes proches, de montrer que toi, tu allais avancer. Comment tu l'as analysé ça? C'est une bonne question. Je pense que je l'ai avant tout fait pour moi. D'accord. En fait, moi, être triste, encore une fois, ça m'enthousiasme pas parce que je trouve que ça ralentit. Et en fait, c'est aujourd'hui, tu vois, 15 ans plus tard, que je réalise que parfois, c'est aussi important d'être triste, d'être ralenti, et de le dire, rien faire. Le dire. Oui, de le dire, en tout cas, de me le dire déjà. Ouais. Je pense que, tu vois, très souvent, je me suis même plus rendu compte que j'étais stressée. Et en fait, je me suis rendu compte que dans mon aventure entrepreneuriale, je pensais tellement que que toutes ces émotions difficiles, c'était des émotions à évacuer et à minimiser, que je les ai un peu gardées en moi et que j'étais complètement déconnectée de mon ressenti. Et je pense que là, ces dernières années, j'ai repris contact avec mon ressenti et donc maintenant, je suis capable de dire je suis stressée, je suis triste, je suis fatiguée. Et ça, je pense que c'est quand même plus sain de les extérioriser aussi, ces émotions qui sont pas forcément négatives. Surtout, et merci de le préciser, hein, ça c'est pour tous les gens qui nous écoutent, l'extérioriser, en parler déjà, essayer de s'avouer à soi-même, et puis parfois en parler autour de soi, parce que c'est aussi, on a besoin des autres, parfois pour nous aider, pour nous conseiller, c'est le cas, et si on est un peu dans cette vision Instagram parfaite, où tout va bien, la vie est merveilleuse, on sait que c'est évidemment faux, mais en plus de ça, ça nous aide pas forcément à avancer. Toi, je parlais de cet ADN de liberté. C'est vrai, encore une fois, pour te connaître bien depuis des années, il y a ce côté où, je suis même étonné, pour être franc avec toi, de t'avoir retrouvé chez Nestlé. Alors, donc, tu fais une école d'ingénieur, tu es ingénieur, tu fais une très bonne école qui est à Centrale Lille, tu fais un double diplôme en Angleterre, et là, je te retrouve chez Nestlé. Et donc, c'est vrai que j'ai été un peu étonné, d'ailleurs, on le voit depuis t'as très rarement eu des boss. Donc toi, cet ADN-là, ça a été quand même quelque chose que tu as voulu faire parce que tu étais rentré dans ce modèle. Il faut faire une grande boîte, il faut faire une grande école, puis après faire une entreprise. C'était un peu les choses à cocher dans un CV. Moi, j'ai jamais eu l'envie de monter une boîte pour monter une boîte. En fait, ça m'a jamais fait peur, mais c'est jamais venu naturellement. Par contre, je suis très curieuse et en plus, l'alimentation, ça a toujours été un sujet qui m'intéressait beaucoup. Et donc, assez naturellement, je me suis dit, dans une grande boîte, en plus en graduate programme, je vais apprendre énormément de choses. Et c'est ça qui m'a intéressée de partir chez Nestlé, c'était de me dire waouh, je vais travailler en usine. Ça déjà, moi, en ayant grandi dans le 4e arrondissement de Paris avec effectivement des parents en profession libérale, je connaissais personne qui travaillait à l'usine, je connaissais personne qui était au chômage. Je me suis dit, en fait, c'est pas le vrai monde. Il faut que j'aille le comprendre. Et donc, moi, l'expérience Nestlé, elle m'a déjà apporté l'angle sur l'alimentation qui m'intéressait, mais aussi vraiment le fait de me retrouver dans des petits bleds de 1000 personnes, dont 750 qui travaillent à l'usine, et d'aller vraiment apprendre la vraie vie, en fait. Et donc, j'ai jamais regretté d'avoir eu cette expérience. Et encore aujourd'hui, je pense que ça a forgé mon caractère, ma personnalité, de comprendre aussi socialement ce que vit 90% des gens et comprendre que constamment, je me retrouve dans une bulle parisienne de la tech et que je cherche constamment à me sortir de cet entre-soi parce que je sais qu'il y a autre chose et que c'est ces gens-là aussi qu'on a besoin de comprendre, quoi. Tu disais que tu étais extrêmement active, très jeune, donc tu parlais des classes, capitaine de l'équipe de volley. Ça aussi, pour toi, ça vient d'où? Parfois, on pose la question, un leadership, parce que selon toi, c'est quelque chose qu'on construit. Est-ce que tu penses que c'est l'amour des parents, une confiance en toi que tu avais? Ça arrive comme ça, ou tu dis juste, ça ne se définit pas, on est leader, on ne l'est pas? Je dirais pas on est leader ou on l'est pas, parce que je pense que tout le monde peut l'être d'une certaine façon, mais je pense que c'est inné. Je pense que le bébé Lucie a cette personnalité. Et moi, je le vois vraiment avec mon grand frère et ma petite sœur. On est totalement différents. Ouais. Éduqués de la même manière. Éduqués de la même manière, aimés de la même manière. On s'aime profondément tous les trois aussi, on se respecte énormément. Mais eux, quand ils me voient, quand ils voient mon quotidien, ils disent mais l'enfer. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Et ils sont beaucoup plus chill, beaucoup plus artistes aussi. Et ils prennent beaucoup plus le temps, alors que moi, je suis tout le temps dans une course. Et quand on était justement ces années-là, avant que tu rentres en prépa et puis à l'école, elle voulait faire quoi, la Lucie de 15 ans, 16 ans? C'était quoi tu rêvais de quoi? Tu rêvais, t'es dans ton 4e arrondissement, des parents aimants, une famille aimante, tu rêvais de quoi? Alors, quand j'étais petite, je voulais être maîtresse d'école. Je faisais beaucoup la classe à mes doudous, tu vois, parce que j'aimais bien cette idée de transmettre et d'être organisée aussi, que chacun ait son petit cahier, etc. Et après, je pense qu'à 15 ans, je me disais plutôt...
J'étais plutôt dans l'instant présent de je veux avoir des bonnes notes et j'avais un peu ce syndrome bon élève Point de la classe. Et à côté, je faisais plein de choses comme le volley, le journal de l'école. Mais tu voulais pas venir championne olympique de volley? Non, pas du tout. Donc en fait, tu te laissais un peu porter, il fallait que tu sois première de classe. Ouais. Tu sais, ici, tu connais bien le concept de pause. On a des pauses amicales ou des pauses familiales, des gens qui t'aiment et qui sont là pour poser une question. Alors, à qui t'es allé demander ça? Exactement. Donc, tu vas découvrir rapidement, en juste écoutant cette voix. Bonjour Lucie, juste une petite question. Puisque nous n'avons pas skié ensemble depuis bien longtemps, je me demandais si tu skis toujours en robe. En robe, donc on parle de ta... Maman, forcément. Chantal, évidemment, quelqu'un que t'es, voilà, vous êtes terriblement proche et tu sais très bien que j'ai une relation très particulière avec ma propre maman que j'aime d'amour et donc je vais trouver votre relation et l'amour entre toutes les deux qui s'explique de plein de raisons comme on en a parlé précédemment, qui te pose cette question. Donc peut-être que tu as un truc à dire sur ta maman à qui tu passes beaucoup de temps et répondre à cette question. Mais c'est marrant parce que je me disais récemment que c'est vraiment la personne que j'admire le plus, quoi. Elle est vraiment... c'est quelqu'un de tellement sain, en fait, et je mesure de plus en plus la chance que j'ai eue de grandir avec quelqu'un d'aussi sain, qui est super bienveillant, qui est super... qui sait être vulnérable aussi quand besoin, et qui veut vraiment... profondément mon bonheur et le bonheur des gens autour d'elle. Et ça, je pense que je l'ai pris pour acquis, en fait, dans toute mon enfance, et je réalise aujourd'hui que la plupart des gens n'ont pas eu cette chance d'avoir des parents si sains, en fait. Donc merci maman pour tout ça. Et je pense que ma mère, ce qu'elle a très bien fait, c'est qu'elle nous a laissé tous les trois être vraiment nous-mêmes depuis le début. Et très tôt, elle nous a parlé comme à des adultes aussi, à nous expliquer pourquoi on pouvait pas faire ça. Enfin, moi, on m'a jamais dit non parce que c'est non. On m'a toujours expliqué ce qu'il y avait derrière. Donc tu pouvais skier en robe, donc ça c'était pas non. Elle m'a dit, en fait, moi j'ai fait mon caprice pour aller skier en robe. Elle m'a dit, tu sais quoi, va skier en robe, t'auras froid, et puis tu comprendras par toi-même en fait. Et effectivement, je suis allée jusqu'au bout de mon délire. Je l'ai fait et je l'ai plus jamais refait derrière en fait, mais j'avais compris. On revient sur, là on est à Nestlé, tu y passes, comme tu as dit, quelque temps, et puis à un moment ou à un autre, il y a un manque d'alignement. On parle beaucoup d'alignement, et tu sais, c'est un sujet qui nous rapproche, toi et moi, cet alignement. Et là, à un moment ou à un autre, tu as choisi sur quelque chose, et puis tu travailles sur des outils, sur des systèmes qui vont commencer à te poser certains problèmes. À quel moment tu te dis, est-ce que c'est le jour numéro 1 quand tu arrives là-bas? Est-ce que c'est au bout d'un an? À quel moment tu dis, je vais avoir du mal, même si c'est exactement ce qu'il faut sur un CV, je suis bonne à le faire, tu dis, c'est pas ce que j'ai envie de faire? Ah non, moi j'étais super enthousiaste au moment où j'ai rejoint. Et d'ailleurs, en fait, il y avait toute une partie qui me plaisait énormément. Mais je me suis vraiment dit, il faut que je m'en aille. Parce que sinon, peut-être que je serai encore là dans 10 ans, dans 15 ans. Et ça ne colle pas avec mes valeurs en termes de... je ne peux pas cautionner ce système alimentaire-là. Et c'était quoi particulièrement que tu ne pouvais pas cautionner? C'était notamment le gaspillage, en fait. En fait, il y avait deux choses qui me gênaient majoritairement. C'était le fait qu'on n'ait pas de mesure de ce qu'on faisait sur la santé et l'environnement. En fait, on n'en parlait pas, on n'était que dans des mesures financières ou de performance. Ce qui a changé après. Ce qui a changé avec après. Avec le Nutri-Score et plein de choses qui... Complètement. Et aujourd'hui, même mes collègues qui sont restés me disent, maintenant on parle beaucoup plus du plastique sur les plages, par exemple, et donc de comment est-ce qu'on change des packaging. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment fait du chemin. Mais moi, du tout bas de l'échelle, je me suis dit, si je veux faire changer les choses, je vais devoir attendre des dizaines d'années. Ouais. Déjà, je suis impatiente. Et ensuite, peut-être que d'ici là, je confirme. Je serais rentrée dans ce moule, en fait. Donc voilà. Et ensuite, la deuxième chose, c'est effectivement moi-même être à l'origine de projets qui créait davantage de gaspillage. Et où là, je me disais, je peux pas être fière de ça, en fait. Mais fière par rapport à toi, par rapport à ton écosystème, ou c'était vraiment ce qui était parce que ton écosystème à l'époque, il a beaucoup changé, il est très différent de celui que tu as aujourd'hui. Donc, non, c'était vraiment par rapport à moi. D'accord. C'était vraiment de me dire... En fait, là, tout le monde me donne des points parce que j'ai fait ce projet d'amélioration continue. Mais en fait, moi, ce que je vois, c'est que concrètement, il crée plus de défauts et plus de gaspillage. Et ça, moi, profondément, j'en étais pas fière, en fait, mais pour moi-même. T'es bien payé, t'as tout ce qu'il faut. Et là, c'est ce qui est compliqué pour beaucoup de gens et qui nous écoutent aussi. Parfois, c'est de casser ces menottes qu'on appelle les menottes dorées, qui était le cas pour toi. Ce choix, il est fait seul, il est fait avec, en parlant à justement Chantal, ta maman. T'en es absolument sûr de ce que tu veux faire. Tu dis, il faut que je parte. Ouais, je pense que j'ai toujours été à fond dans ce que je fais et donc je bossais un peu nuit et jour. J'habitais sur le parking de l'usine, enfin, j'étais vraiment dédiée à ça. Et c'est ma presque tante Claire Fulda, que je salue, qui me dit tu peux pas bosser autant
si t'es pas complètement convaincu que tu t'es au bon endroit et que c'est ce que t'as envie de faire et que t'es totalement aligné, en fait. Et je pense que ça a fait pas mal le déclic. Et ensuite, il y a mon manager de l'époque qui m'a dit franchement, reste pas, quoi. T'as trop d'envie, t'as trop de... Parce qu'en plus, je cramais un peu les process. Il me dit, moi, j'aurais dû le faire il y a 15 ans. Et aujourd'hui, j'ai 2 enfants, j'ai un prêt à rembourser. Okay, je pourrais plus jamais le faire. Et donc, toi, t'as trop d'énergie et d'envie pour rester là. Et donc, j'ai trouvé ça génial, en fait, qu'ils me le disent. Et je me suis dit, tu sais quoi, j'ai jamais redoublé. J'ai sauté la grande maternelle. Je vais prendre 1 an de congé sabbatique, entre guillemets, en me disant que de toute façon, j'ai les diplômes, j'ai l'expérience. Dans 1 an, je pourrais très bien retrouver un boulot dans une grosse boîte. Et donc, là, c'est le moment de passer 1 an pour moi à faire ce qui me plaît. Et donc là, tu restes pas en Angleterre. Là, je te retrouve dans les pays nordiques, précisément à Oslo, en Norvège. En Norvège. Là, pourquoi Oslo ? Est-ce qu'il y avait une raison L'amour, forcément. C'était pas pour bosser dans le pétrole, donc c'était forcément non, il y a pour retrouver quelqu'un. Il y a quand même d'autres choses à Norvège. Il y a plein de choses. Non, il y a plein de choses. Il n'y a pas que le pétrole ou l'amour. Mais toi, c'est pour retrouver quelqu'un. Donc, tu vas retrouver ton petit ami de l'époque. Et là, tu prends le temps. Et là, toi, t'aimes toujours rencontrer, discuter. Donc là, tu te passionnes. Ouais, en fait, j'avais quand même vraiment une idée en tête. Enfin, déjà sur le parking de Nestlé, j'avais commencé à penser à cette application qui peut connecter commerçants, consommateurs. J'ai retrouvé les dessins de l'appli. Raconte-nous. Donc, c'est quoi les dessins d'appli à l'époque ? Tu voulais faire quoi quand tu dis consommateur ? Moi, je voulais vraiment connecter le boulanger de quartier qui est en train de jeter ses viennoiseries et ses pains et ses croissants et ses sandwichs avec un consommateur qui passe dans la rue et qui peut les récupérer. Donc c'est vraiment le principe du too good to go absolu. Bah oui, en fait, on n'a jamais changé derrière d'idée. Ce dont on s'est rendu compte 1 an après, c'est qu'il n'y avait pas qu'on pouvait mettre tout type de commerçants de quartier, mais surtout 1 an plus tard, qu'on pouvait mettre aussi les supermarchés. Avant de rentrer là-dedans, parce qu'on est déjà dans le modèle too good to go, là, je veux voir la vie de Lucie qui a 21 ans, 22 ans, Donc moi j'ai cette idée en tête, à Oslo. Je passe la moitié de mon temps à apprendre sur le site du zéro à coder mon application et je me dis c'est aussi le moment de m'inspirer et donc je rejoins pas mal d'écosystèmes à Oslo, il y a WeShare Oslo, je vais dans des espaces de coworking travailler et en fait je vais à des conférences et je m'inspire à fond je me nourris en fait parce que c'est vrai que sur le parking à Nestlé je commençais un peu à me dire j'ai envie d'être challengée de manière intellectuelle. Là on est en quelle année ? On est en 2015. 2015, hein. Donc tu te retrouves là. Et raconte-nous, parce que ça aussi, c'est les gens qui, pas uniquement qui te regardent, mais les gens qui ont envie de monter, des entreprises qui veulent se lancer, parfois, ils se posent beaucoup la question, énormément. Tu sais que c'est des questions que toi et moi, on reçoit très souvent. Comment avoir l'idée, comment la développer. Alors moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Ose » là-dessus, que sur comment tu peux arriver à développer. Mais toi, là, quelles sont les rencontres qui vont se faire ? Raconte-nous un peu, parce qu'on sait que Too Good To Go, c'est ça que les gens ne connaissent pas forcément. Ça a été un moment, une sorte d'alignement entre différentes personnes qui ne sont pas toutes restées, mais qui ont une idée pas si éloignée que ça. Oui, tout à fait. Et donc, raconte-nous comment c'est fait. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé après ? Moi, j'avais pris aucun cours d'entrepreneuriat, donc on m'avait pas appris à garder mon idée secrète, etc. Et donc, moi, très naïvement, je parlais à tout le monde je rencontrais. Quand les gens te posent la fameuse question de « Et toi, tu fais quoi ?» Et ben moi, ma réponse, c'était, sans y croire, en y croyant à moitié, c'était je monte une boîte pour lutter contre le gaspillage alimentaire qui connecterait les commerçants et les consommateurs pour réduire le gaspillage alimentaire. Et en fait, à force d'en parler à un maximum de gens, il y a, tu sais, toujours le truc de « Ah, mais moi aussi, j'ai entendu parler de quelqu'un qui est en train de faire pareil, etc. » Et donc, finalement, j'arrive effectivement sur découvrir qu'au Danemark, à Copenhague, il y a 4 mecs qui sont en train de monter un concept identique quasiment. Eux, la différence, c'est que c'est sur les buffets à volonté. C'est pour passer récupérer à la fin de la journée tout ce qui reste sur les buffets. On te donne une boîte et tu peux la remplir. Et donc au début, je me dis, ah non, il y a déjà des gens qui font comme moi, ils sont certainement plus avancés, peut-être qu'ils ont levé de l'argent, etc. Et finalement, je vais à cette conférence qui s'appelle Collaboration is the New Competition. Et là, je me dis, mais en fait, c'est bien sûr, je vais les contacter et ça se trouve, on peut le faire ensemble. Eux, ils le font à Copenhague et moi, non. Ah non, à Oslo. Elle était Oslo. Ouais. Et comment s'appelait ton projet à l'époque, toi ? Tu l'as appelé comment ? J'avais pas de nom. Tu n'as pas de nom ? Non. Ça n'existe pas, ça, pas de nom. Si, parce que en fait, j'en étais tellement à au début concevoir et à me dire, moi, ce qui m'obsédait, c'était vraiment le concept en soi.
Donc, j'avais même pas, tu vois, j'avais pas créé de site web, enfin, j'avais rien fait, en fait. Oui, j'avais juste mon idée et je te dis, j'apprenais à coder. Comme finalement, j'ai jamais réussi à. Mais j'avais quand même, tu vois, sorti un écran noir, etc. J'étais très fière. Et donc là, tu te retrouves. Et donc je les appelle. Et finalement, eux, ils sont vraiment dans un truc où ils sont aussi complètement au tout début. Je pense qu'ils sont aussi dans cette naïveté de l'entrepreneuriat de ah mais oui, bien sûr. Très jeune aussi, hein. Complètement super jeune. C'était des anciens agents immobiliers. Ils s'étaient juste réunis entre 3 copains à se dire ok, on y va. Eux, dans les 3 copains, ils avaient un 4e copain qu'ils avaient trouvé qui était un développeur. Donc ça, si tu veux, ils avaient cette brique-là en plus que moi, j'avais pas. Et donc, ils me disent « Ah mais oui, complètement. Toi, tu sais quoi, démarre à Oslo. Nous, de toute façon, on a une copine qui est norvégienne, qui habite à Copenhague, mais là, elle prend le bus de nuit et elle vient la semaine prochaine à Oslo pour commencer à parler à des commerçants. » Et du coup, je lui dis génial. Et en fait, je rencontre le lundi qui suit Sophie, qui est norvégienne et qui vient démarcher les premiers commerçants à Oslo. Et donc, elle, super contente aussi d'avoir quelqu'un. Bien sûr. Et typiquement, la semaine d'après, on était en train de démarcher alors qu'on n'avait rien du tout, même pas une appli, même pas un site web. On a fait nos flyers sur PowerPoint et on était partis dans la rue, quoi. Donc, ça s'est vraiment fait comme ça, de manière totalement naïve. Et finalement, c'est ce qui nous a permis, 10 ans plus tard, tu vois, d'en être là où on en est, quoi. Sans aucune étude de marché. Mais rien. Ouais, peut-être que... On est vraiment parti à l'instinct. Et eux, ils m'ont parlé des buffets à volonté. Sophie, quand elle est arrivée à Oslo, elle a dit aussi, il n'y a pas de buffet à volonté ici autant qu'il y en a au Danemark. Elle dit, mais c'est bien sûr, il faut le faire sur tous les buns et tout ce qu'il y a dans les boulangeries. Et donc, nous, on est parti plutôt sur les boulangeries d'abord. Et donc, eux montaient leur concept sur les buffets à volonté. Et nous, on le montait sur les boulangeries. Et c'est de là aussi qu'est venue l'idée du panier surprise. C'était qu'on se disait, comme ça, on peut faire exactement la même appli pour les deux côtés. Ça va fonctionner, quoi. Il faut bien expliquer ce panier surprise. Alors, une grande partie des gens qui écoutent et qui nous regardent savent ce que fait Too Good To Go, donc pas forcément besoin de respéciser, mais il y a quelque chose qui est très spécifique, qui est certainement une des raisons pour lesquelles vous avez fonctionné, qui est très contre-intuitif. Pour expliquer aux gens, en fait, on peut imaginer que si tu veux avoir un croissant du boulanger, c'est ce produit-là que tu demandes et tu veux que celui-là. C'est une horreur de logistique de le faire. Vous avez défini en dire, on va le faire un panier surprise, donc c'est un montant qui est dans un panier et tu ne sais pas forcément ce qu'il y a dans le panier, mais ce qui rend tout beaucoup plus simple. Et beaucoup plus excitant aussi, parce qu'en fait, le côté surprise, c'est quelque chose que les utilisateurs de Too Good To Go ont adoré. Et en fait, effectivement, moi là, je suis partie de mes propres goûts, de dire, moi, la boulangerie, globalement, j'aime tout. Ouais. Donc en fait, tu vois, si je peux récupérer tous ces produits, ça me va très bien. Donc là, des différentes questions, encore une fois, pour les gens qui nous écoutent. Dans la durée, donc déjà, tu vas nous expliquer quelle était la tape d'après. À quel moment, toi, tu t'es dit, il y a quelque chose. À quel moment tu t'es dit, je ne suis pas désespéré, ça rentre vraiment. C'était qui votre premier client, le premier que tu as réussi à signer et puis, c'est 5, parce que vous étiez 5 cofondateurs donc au départ, 2 équipes en gros, la tienne et la leur. Combien ont été encore là 2, 3, 5 ans après? À quel moment ils sont tous partis? Qu'est-ce qui s'est passé pour continuer l'aventure? Alors là, effectivement, on rentre dans les backstage de Too Good To Go. Mais c'est ça qui est génial. Ouais, complètement. Mais c'est vrai qu'on me pose pas souvent la question. Alors, donc déjà, eux, ils étaient 4 au Danemark. Il y avait Sophie, il y avait moi. Et ensuite, on n'était pas les seuls à avoir cette idée. C'est-à-dire qu'il y a Jamie et Chris qui nous ont contactés de l'Angleterre en disant, nous aussi, on veut le faire. Il y avait 2 cofondateurs allemands aussi qui nous ont dit, nous aussi, on veut le faire. Et finalement, on avait un cofondateur suédois aussi. Ouais, et pour tout te dire, on avait même 2 Français qui habitaient aux États-Unis qui nous ont dit, nous aussi, on veut le faire. Et donc, en fait, on est parti dans un truc où, très rapidement, on avait des gens qui bossaient sur le concept de Too Good To Go et qui utilisaient l'appli et la marque dans une dizaine de pays. Donc et on avait en tout et pour tout un groupe WhatsApp qui s'appelait Too Good To Go International, tu vois. Et c'était tout. Et donc chacun a un peu commencé de son côté. Moi, pour répondre à ta question, je me suis même pas posé la question de est-ce que ça va marcher ou pas, parce qu'en fait j'étais dans mon année sabbatique en fait, donc j'étais en mode je me fais plaisir et en fait peut-être que je pourrais jamais me payer avec, mais enfin c'est pas très grave, je suis tellement convaincue que il y a quelque chose à faire que j'y vais. Et donc moi mon copain il était du nord de la Norvège, donc les premiers commerçants que je convainc en Norvège, c'est pendant les vacances de Pâques où on est chez ses parents à côté de Tromsø, qui est vraiment une ville qui est au-dessus du cercle polaire, tu vois, donc vraiment dans des endroits totalement fous, et je convainc avec un espèce de norvégien approximatif et en anglais les premières chaînes de boulangerie de se mettre sur l'appli, et même un hôtel Radisson de mettre ses buffets de petit déjeuner sur l'appli. Donc ça c'est les premiers faut bien imaginer, hein, tu es une Française qui a 25 ans 24, qui est tout en haut de Norvège, qui va réussir à convaincre
Déjà, encore une fois, c'est il y a 10 ans, le monde a beaucoup évolué, même technologiquement parlant. Tu arrives à faire ça. Donc, tu as quand même une force de conviction qui est quand même assez folle. Je pense qu'en fait, vraiment, c'est la naïveté qui m'a aidée de ne pas savoir du tout. Et après, donc quelques mois plus tard, je rentre en France aussi en me disant, je vais le lancer en France. En fait, il y a la loi Garot qui passe en février 2016 où tout le monde parle de gaspillage alimentaire. Donc, tous mes potes me disent, attends, t'as vu ça, viens. Et donc, je rentre en avril. Seul et du coup je commence chez ma mère, je dépose la boîte, je commence à faire un peu les trucs et donc de base. Et vraiment en fait chacun le fait de manière encore une fois en se disant de toute façon, dans 6 mois, c'est très probable qu'on n'existe plus, donc on va pas trop se prendre la tête. Et ma mère, elle m'a dit des années plus tard, moi je te voyais faire ton truc, je me disais, elle est trop mignonne, mais bon, je vais pas lui faire se poser plus de questions que ça. Elle apprendra par elle-même de ses erreurs, quoi. Et donc effectivement, en France, je démarre, je vais taper à la porte des gens, je vais voir Optimiam, qui est à l'époque l'appli anti-gaspi. Eux, ils font des ventes flash de croissants, justement, qui va bientôt périmer, ou de produits. Et je leur dis, mais il faut pas faire ça, il faut faire le panier surprise parce que c'est vachement plus simple pour les commerçants et pour les utilisateurs, c'est plus inspirant. Et ils ne disent, mais pas du tout. Et ils me blasent un peu en disant, attends, là, on part à San Francisco, on va peut-être rentrer au Y Combinator, donc on se reparle plus tard. T'es gentil. Et en fait, moi, quand ils sont revenus des États-Unis, Too Good To Go était déjà hyper installé, en fait. Ils existent encore ? Non, ils n'existent plus. D'accord. Donc, une certaine humilité peut être utile, c'est ça que tu veux dire, ton message. Oui, en tout cas, moi, en fait, pareil, de manière très spontanée, je suis allée les voir en disant, trop bien, on est sur les mêmes sujets, venez, on fait des choses ensemble. Et eux, ils m'ont pas accueilli autant les bras ouverts qu'ils auraient peut-être dû le faire à l'époque, tu vois. Pour le coup, et j'aurais dû le préciser, mais les gens qui me connaissent le savent, je suis évidemment aussi proche de Too Good To Go pour être administrateur de Too Good To Go. Donc, c'est-à-dire que mon fonds d'investissement est un des plus grands actionnaires de Too Good To Go. Et le premier fonds qui est rentré au capital de Too Good To Go aussi. Il y a quelques années de ça. Donc, c'est vrai que c'est une passion qu'on partage et un amour de la société. Et vous avez réussi à trouver un modèle de fonctionnement. Toi, là où tu es très bonne, c'est ce développement. Tu sais convaincre les gens ont confiance en toi. Tu as une sorte d'alignement très fort. Encore une fois, je le dis, pour les gens qui nous écoutent, moi, je te connais très bien. Tu fais partie de ces gens, et quand je te parle souvent de toi, qui est réellement aligné. Tu sais, on aime beaucoup l'un et l'autre Emmanuel Faber, on parle de compromis, de compromission. Tu fais partie de ces gens-là où tu peux accepter des compromis, tu n'accepteras jamais les compromissions, ce qui est assez rare. Donc, tu as cet alignement. Donc, les gens le sentent, et c'est pour ça que je pense que tu as réussi assez facilement à convaincre des gens. Et donc là, je te retrouve vraiment à faire beaucoup de développement international, tel point qu'à un même moment, tu vas déménager aux États-Unis pour dire aux États-Unis, on arrive, les gars, on va vous faire votre changement. Donc ça, pour toi, c'est ça que tu aimes faire, c'est là où tu sais que t'es bonne, c'est là où tu es le plus utile pour Too Good To Go. Je pense qu'il y a 2 choses où je suis bonne, c'est que d'une part, effectivement, je suis alignée et comme tu le dis, les gens le ressentent. Donc en fait, ils savent que je suis pas en train de leur vendre mon produit, ils savent que je veux vraiment lutter contre le gaspillage alimentaire. Et du coup, je dis souvent, la passion, c'est contagieux. En fait, quand les gens te sentent aussi à fond, ils disent, ok, là, je vais peut-être, il faut que je me fasse quelque chose. Et ensuite, il y a autre chose que j'adore faire et auquel je pense que je suis pas mauvaise, c'est embarquer les gens en fait. Et quand je dis embarquer les gens, c'est embarquer les équipes. Et en fait, du coup, mon rôle devient très vite, quand on se lance dans lancer le développement international, d'aller chercher les nouveaux DG sur place, de leur mettre l'ADN de Too Good To Go dans les veines, de leur transférer tout ce que je sais, parce qu'en plus la France c'est le plus gros marché, et donc j'ai plein d'obstacles que j'ai moi-même surmontés, donc je leur dis toujours, il faut que le développement belge, le développement espagnol, le développement italien soit plus rapide que ce qu'on a pu faire avant. Et c'est un peu la façon dont on développe Too Good To Go. On vient en gros se dire, on copie-colle, sauf quand on peut faire mieux sur ce marché-là. Et en fait, c'est vraiment recruter les bons leaders, leur mettre l'ADN de Too Good To Go dans les veines et les laisser faire, en fait. Et ça devient très important pour moi. Et donc, je passe mon temps entre la France et le pays qu'on est en train de développer à chaque fois. Et à terme, aux États-Unis. Jusqu'à aller aux États-Unis. À quel point aujourd'hui, les États-Unis est devenu le premier pays de Too Good To Go. Donc, on voit que les choses se développent et continuent à se développer. On parle aussi tout à l'heure, on parlait de Nestlé. Là, on va parler d'un autre acteur, quelqu'un d'un groupe qui, on s'est rendu compte à quel point il était utile dans notre écosystème. C'est la distribution, la grande distribution, en particulier pendant la Covid. Donc là, on parle de Carrefour à un moment. On te retrouve aussi sur ces sujets Carrefour. Et on pourrait se poser un peu la même chose qu'avec Nestlé. Est-ce que tu penses qu'il faut absolument collaborer, travailler ? On a un patron de Carrefour avec qui tu te retrouves à l'époque, qui est une personne exceptionnelle, qui est Alexandre Bompard. Quand il y a une proposition, explique-nous la proposition qui a été faite par Carrefour. Toi, jeune, à l'époque, tu avais moins de 30 ans, tu es toujours très jeune, mais à l'époque, tu avais encore moins de 30 ans, et qu'on te dit, tiens, rejoins ce paquebot. T'hésites à ce moment-là entre ce que tu vois et ce que tu penses ?
En fait, moi, je suis très claire. Tant que je peux impacter, j'y vais, quoi. Ouais. Et en fait, là, effectivement... Tout le temps. Pour toi, c'est toujours impacté, t'y vas. Ouais. Je pense que c'est ça Du qui moment me que tu penses drive que dans la vie, en fait. tu peux changer la En fait, tu direction. sais, cette fameuse question de qu'est-ce que tu veux que les gens se disent le jour de ton enterrement. Et moi, je réponds très spontanément, je veux qu'ils se disent, elle a changé les choses. Et donc, en fait, je suis vraiment drivée au quotidien par ça. Et effectivement, à ce moment-là, Alexandre Bompard me propose de rejoindre le comité de transition alimentaire de Carrefour pour accélérer la transformation du groupe. Et donc là, moi, pareil, je me pose pas de questions. Je me dis, à Nestlé, je me disais, je suis trop au bas de l'échelle pour faire évoluer quoi que ce soit. Là, si c'est directement le PDG qui me propose de venir le conseiller sur la transformation alimentaire du groupe, bien sûr que j'y vais, en fait. Et effectivement, s'ensuit une vraie belle relation aussi avec Alexandre Bompard directement. Et pour Too Good To Go aussi, une opportunité géniale de réduire le gaspillage alimentaire d'un groupe de cette taille international qui fonctionne super bien, quoi. Avec des gens très bien, on parle en particulier de la personne qui est vraiment au cœur de ces sujets-là, là-bas, qui a beaucoup aussi œuvré pour quelque chose qu'on aime beaucoup, qui s'appelle C'est qui le patron. Et donc il faut aussi, c'est ça qu'on essaie de dire comme message, c'est qu'il faut évidemment que des entrepreneurs comme toi, moi et d'autres, on essaie de combattre, mais il faut aussi allier toujours souvent des grands groupes et les gouvernements. Oui, tout à fait. Et moi, par exemple, Bertrand Wieserski, qui est le directeur RSE, qui est devenu un ami. En fait, derrière, dans les grands groupes, il y a des gens, en fait. Il y a des humains et il y en a tout un tas. Lui, il est quand même pas mal. Hein. Qui sont là pour faire changer les choses, en fait. Et donc, pour moi, il faut vraiment se dire, plutôt que de dire les grands groupes sont des méchants, en fait, il faut comprendre ce qu'il y a à l'intérieur des grands groupes. Et souvent, il y a des gens absolument géniaux dont on a besoin pour accélérer cette transformation. Donc, tu parlais des changements aussi, tu as parlé de législation, des lois qui ont apparu. Je sais que c'est quelque chose qui t'a beaucoup motivé de discuter, de faire avancer. Tu vois qu'il y a une vraie évolution des comportements là, soit parce qu'ils sont obligatoires, en tout cas, ils sont poussés par des normes, par des décisions, tu vois. Ou à l'inverse, tu penses que ça va pas assez vite. Tu vois qu'il y a une évolution entre le jour où tu as commencé Too Good To Go là-haut à Neusot, tu vois tu es plutôt positive? Tu vois qu'il y a un changement de comportement? Les gens comprennent plus? Sur le gaspillage alimentaire? Tout à fait. Oui, je pense qu'on a réussi avec Too Good To Go à remettre un peu le sujet de la lutte contre le gaspillage alimentaire au goût du jour. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé déjà à aller récupérer un panier d'invendus à la fin c'était vraiment pas cool. Aujourd'hui, c'est devenu cool d'utiliser Too Good To Go. Le nombre de gens qui postent sur leurs réseaux sociaux en étant super fiers de regarder le panier surprise que j'ai récupéré. En fait, pour moi, c'est ça qu'on a réussi à faire, c'est faire qu'un sujet sociétal un peu mis au placard ou un peu sur lequel on avait lâché l'affaire, est redevenu un vrai sujet sociétal où les distributeurs s'en emparent, les industriels s'en emparent et les consommateurs s'en emparent et donc les pouvoirs publics aussi. Et c'est vraiment comment est-ce qu'on vient lutter contre ce triangle de l'inaction où le privé, le public et les consommateurs disent c'est pas à moi de bouger, c'est vous. Nous, en fait, on s'est dit il faut qu'on s'adresse à tous et donc on les a tous fait bouger, en fait. Et donc là, si tu avais une loi, toi, si tu étais ministre, Premier ministre ou présidente, si tu avais une loi, ce serait quoi pour vraiment qu'on change, maintenant qu'on ne revienne plus en arrière? T'as été une loi, tu dis que tu... Je pense que sur le thème du gaspillage alimentaire, moi je suis assez radicale, je pense qu'il faut interdire le gaspillage alimentaire. Donc c'est-à-dire quand tu es un acteur de l'écosystème de l'alimentation, tu t'assures que tu n'as pas de déchets en fait. Et pour moi c'est comme mettre de la sécurité sur un événement en fait, c'est une contrainte qui est devenue une obligation. Et demain c'est pareil, quand tu gères l'alimentation, tu dois s'assurer qu'il n'y a pas de déchets produits par toi. À ton échelle. C'est quoi le conseil que tu donnes, toi, quand tu as un jeune qui vient te voir? Ou, encore une fois, quelqu'un qui veut se lancer? Il y en a régulièrement qui viennent me voir. Moi, je donne 2 choses. C'est connecte-toi à tes tripes et sache qui vraiment, toi, te rend fou. Parce que moi, comme je le disais, en fait, le gaspillage alimentaire, ça me rendait tellement folle que même si je pensais pas que j'allais pouvoir monter une boîte et encore moins une multinationale, etc., je me disais, en fait, je le fais pour moi, en fait, parce que ça me rend folle. Donc, sache ce qui te prend aux tripes. Et ensuite, une fois que tu es connecté à ça, en fait, lance-toi. Et le côté ose, vas-y au culot, te pose pas de questions. Je crois que c'est Mandela qui dit « Je n'échoue jamais, soit j'apprends, soit je réussis ». En fait, tu vas de toute façon en tirer énormément de choses si tu te lances dans l'aventure, en fait. On va continuer les pauses. Quelqu'un d'autre dont on a parlé récemment a la gentillesse de te poser une question. On écoute. Mété. Hi Lucy. My question for you is, what is the main leadership lesson you learned at Too Good To Go? Donc, on a parlé de Mété, elle te posait la question pour les non-anglophones, mais je pense que la majorité des gens ont pu comprendre. C'est dans cette expérience Too Good To Go, qui a été une expérience exceptionnelle de nombreuses années, c'est quoi la leçon de management, quelque chose que tu as appris, que tu dis, tiens, ça maintenant je sais que
c'est quelque chose que je ferais peut-être différemment ou je ferais exactement de la même manière. C'est quoi la chose la plus importante pour toi sur cette partie-là? Alors c'est marrant parce que pour moi, elle a pas employé le mot management, elle a employé le mot leadership. T'as raison. Et en fait, je considère que c'est deux choses vraiment différentes d'une manière ou d'une autre. Moi, sur le leadership, le premier mot qui m'est venu, c'est l'humilité. En fait, quand tu montes une boîte si jeune et que tu sais autant rien faire, t'as pas le choix, en fait. Et c'est vrai que j'ai appris à être fière de mon humilité et de mon inconséquence, de mon incompétence. C'est-à-dire que tu pouvais dire « je ne sais pas ». Et complètement. Et en fait, je pouvais dire je ne sais pas et je pouvais recruter des gens qui savaient mieux que moi et leur dire je compte sur toi pour le faire en fait parce que moi je sais pas le faire. Et je pense que ça, en termes d'embarquer les gens, en fait, le côté si t'es pas là pour le faire, on va pas y arriver. Je suis pas Tadeli, en fait, je pourrais pas venir prendre la suite. Bah ça, en fait, ça permet aux gens de monter en puissance. Et moi, du coup, j'ai vu des gens rentrer en étant petits et sortir en étant tellement grands. Et ça, moi, je pense que c'est à la fois un leadership que je garde pour toute ma vie et en même temps, c'est mes plus grandes fiertés, c'est de voir les gens qui grandissent en fait au sein de l'entreprise. Donc toi, c'est justement montrer cette humilité, de savoir dire que tu ne sais pas et en même temps déléguer beaucoup. Tu manages, tu micromanages, soit tu t'aimes... Je pense qu'au début, j'étais vraiment micromanager parce que je suis contrôle freak et que je veux que tout soit fait exactement comme je le pensais. Et ensuite, très rapidement, j'ai compris que si je continuais comme ça, j'allais bloquer la boîte en fait. Et comme en plus, j'ai recruté tous les DG de la boîte qui étaient dans des différents gens pays. Dans tous les pays différents, qui étaient des gens beaucoup plus seniors que moi, et en termes d'âge et en termes de compétences, en fait, j'avais pas le choix que de les laisser faire, en fait. Et ça a été une leçon et pour moi, et je pense une compétence nécessaire pour la boîte que j'ai dû acquérir très vite, en fait. Donc, merci Mété pour la question. On continue avec une autre pause, mais c'est pas une pause amicale ou familiale, c'est une pause too good to go. Alors, c'est quelque chose qu'on fait pas, c'est la première fois qu'on fait cette pause-là, c'est un jeu, en gros, globalement. On comprend le principe de too good to go. Je vais te parler de choses, lui donner des mots ou des choses qui se passent, et tu vas me dire si c'est too good to go, donc il faut faire quelque chose pour garder, ou si on peut jeter. Et parfois, il y a des choses qui, pour les gens, vont trouver ça étonnant, parce que ça peut être contre-intuitif ou étonnant. Je vais commencer par le recyclage. Too good to go ou pas? Too good to go. Good to go. Good to go, hein. Ouais, explique, parce que pour les gens, ils posent du mal. En fait, le problème du recyclage, c'est que c'est un mensonge. C'est-à-dire qu'on se sent bien quand on jette quelque chose dans le bac jaune, typiquement. En fait, ça reste un déchet. Derrière, il y a énormément d'énergie pour le recycler, pour en refaire une matière. Il y a énormément de pertes, il y a énormément de choses qui sont pas triées ou mal triées. Moi, typiquement, à chaque fois que je jette une bouteille en verre à la casse, là, et que tu l'entends se détruire, ça me rend folle, en fait. Je me dis, c'est tellement mieux la consigne et je devrais la réapporter quelque part. On devrait la re-remplir, cette bouteille. Il suffit de la rincer et de remettre un liquide dedans. Donc, je pense qu'en fait, les gens ont une espèce de déculpabilité de jeter grâce au recyclage qui est pas un bon réflexe, en fait. C'est juste moins pire, mais c'est pas mieux. La date de péremption. Too good to go? Good to go. C'est pareil, la date de péremption, c'est trompeur, en fait. Attends, c'est trompeur, mais prenons un bon exemple. Je suis en train de faire les courses et je vois 1er juin. C'est quoi normalement? Est-ce que c'est plutôt 5 juin, 10 juin? C'est quoi? Est-ce que ça dépend? Il y a une question de est-ce qu'il devrait y avoir une date tout court? Parce qu'en fait, il y a énormément de produits qui ne se périment pas. Et si se périmer, ça veut dire être un danger pour la santé, il y a énormément de produits, tous les produits qui ont une date de durabilité minimale, donc à consommer de préférence avant le, qui sont des produits qui jamais mettront en danger ta santé. En fait, ce qui peut changer, c'est les propriétés organoleptiques des produits, donc leur goût, leur odeur, leur texture. Mais en fait, ça va pas te mettre en danger. Donc, tu peux très bien, et c'est sur quoi on a travaillé beaucoup avec Fukuto, mais observer, sentir, goûter le produit pour décider si vous le jetez ou non. Mais et donc tous ces produits-là, et notamment avec Bertrand Smitorski dont on parlait tout à l'heure, on milite beaucoup pour supprimer cette date-là parce que elle est trompeuse en fait. Donc ça c'est une chose. Et après il y a d'autres produits effectivement qui là peuvent développer des bactéries qui peuvent être dangereuses. Typiquement tous les produits d'origine animale, la viande, le poisson, les produits laitiers certains. Et là souvent il y a la possibilité d'allonger la date de plusieurs jours. Et donc, pareil, là, on recommande de tester le produit avant de le jeter, quoi. Les quotas de diversité imposés par les entreprises.
Too good to go. Too good to go. Ou en tout cas, dans le court terme, je pense que c'est nécessaire à court terme pour rétablir l'égalité, pour rétablir une nouvelle norme, de les avoir. Parce que en fait, on est tous ancrés dans de mauvaises habitudes et en fait, la discrimination positive, moi, je pense que c'est nécessaire pour transitionner, en fait. Si tu étais un homme, d'après toi, qu'est-ce qui aurait été différent dans ton parcours? Quelque chose? Tout. Tout, parce que je pense que quand on est élevé comme une femme aujourd'hui, on est élevé différemment d'un homme, donc je pense que je serais pas la même personne en fait, tout simplement. Je pense que on est, en fait, on grandit dans le prendre soin des autres, dans se mettre plutôt derrière que devant, et donc moi, de défendre un projet, ça a toujours été plus facile que de me défendre moi-même, entre guillemets. Je pense que dans mon leadership, j'aurais été totalement différente aussi, et je pense que pour le coup, j'ai eu la chance de créer une entreprise au temps de la discrimination positive, et que du coup, je me suis retrouvée dans énormément d'opportunités. Médiatique, d'être invitée dans des tables rondes parce qu'il fallait au moins une femme, d'être aussi respectée parce que j'étais une femme et qu'il y avait peu de femmes qui montaient des boîtes à l'époque, etc., quoi. Dans la continuité, remarque, tu parles de discrimination, est-ce que tu as eu ou subi des remarques de discrimination sexiste, ou assez peu, ou des gens ont essayé, ou comment tu l'as entendu? Je pense, oui, clairement, j'en ai subi, mais je les ai pas subis parce que j'y ai pas fait attention, en fait. Enfin, en fait, c'est un peu ma naïveté, une fois de plus, qui m'a servi. J'ai même pas pris ça comme des remarques sexistes. Je me suis juste dit, cette personne... c'est pas cool de dire ça, mais je me suis pas dit c'est parce que je suis une femme qui me ramène à ma condition de femme. Et donc moi j'ai un peu fait la technique bulldozer, comme je fais avec tout. Je me suis pas arrêtée à ça, en fait. Les réseaux sociaux, Too Good To Go? Waouh, ça c'est dur. C'est dur, celui-là. Instagram n'écoute pas, tu peux le dire. Non, mais je pense que c'est les deux. C'est qu'est-ce qu'on en fait, en fait. Les réseaux sociaux, pour moi, c'est un outil qui peut être génial et qui peut être très destructeur aussi. Donc les réseaux sociaux en excès, ou s'ils viennent remplacer les relations physiques, non. Si ils nous permettent de rester en contact, oui. En parlant de loi, il commence à avoir dans un certain nombre de pays une volonté d'interdire les réseaux sociaux réellement, et même les téléphones, pour les jeunes qui ont moins de 13 ans, 14 ans, 16 ans, ça arrive dans certains pays. Toi, tu trouves que c'est prendre une position à la place d'une famille, de la place de parents, ou tu penses que ça peut être nécessaire? C'est une bonne question. J'ai pas d'enfant de cet âge-là, donc c'est difficile de savoir ce que je ferais pour mes propres enfants, mais je pense que, en tout cas, il faut les protéger des excès, et que on trouve tellement n'importe quoi aujourd'hui, et sur les réseaux et sur Internet, que oui, c'est sûr qu'il faut réglementer ces sujets-là. La vente de fruits et de légumes moches à prix réduit. Too good to go, bien évidemment. Non, c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé, effectivement, avec Nicolas Chaban, avec Elsa Saltimis, sur ces fameuses gueules cassées, ou tous les produits qui sont jetés parce qu'ils sortent des standards qu'on a définis. Et ça, en fait, il y a tellement à faire et à raconter sur ces fameux fruits et légumes moches, qui sont tout aussi bons, voire parfois meilleurs que les autres. Il faut absolument changer ça. La semaine de 4 jours. Toi, c'est quoi la semaine? C'est la semaine de 6 jours, toi? Non, c'est la semaine de 7 jours, mais où je me permets aussi un mardi à 10h d'aller à l'aquagym dans l'océan en Bretagne, parce que c'est ça qui me rend heureuse à ce moment-là et qui va m'apporter me faire du bien. Je me permets aussi un jeudi d'aller passer un déjeuner et un début d'après-midi avec ma mère, parce que j'ai envie de la voir. Enfin, en fait, moi, j'ai vraiment retravaillé ma semaine pour me dire, c'est pas mes enjeux pro d'un côté et ensuite mes enjeux perso, parce que sinon, effectivement, tu te retrouves à faire une semaine de 6 jours pro au moins. Et non, c'est en fait être capable de prioriser aussi ce qui me fait du bien à mes proches dans la même semaine, en fait. C'est marrant, tu dis à tes proches, je pourrais t'entendre, j'aurais attendu ce qui me fait du bien aussi. Là, tu mets tes proches, parce que quand tu fais plaisir à tes proches, tu te fais plaisir, c'est ça? Aussi D'une part, et parce que comme maintenant ma meilleure amie c'est moi-même, et je me mets dans mes proches, en fait. Il y a vraiment cette phrase que ma grand-mère me disait tout le temps, c'est quand je me regarde dans le miroir, je vois ma meilleure amie. Et en fait, apprendre à prendre soin de sa relation avec soi, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris dans ces dernières années et qui a complètement changé ma vie, en fait. La taxation plus forte des super profits des entreprises. Too good to go. C'est nécessaire, obligatoire.
Enfin, en fait, moi, je suis assez radicale là-dessus. Je dis même qu'on devrait avoir un maximum de ce qu'on peut gagner dans une vie, qu'on soit une entreprise ou un particulier, et que le reste devrait être remis dans le pot commun, en fait. Enfin, il y a un moment où, quand ça change plus rien d'avoir des centaines de millions d'euros en plus ou en moins, enfin, il y a un moment, faut arrêter, quoi. Et partager, c'est mon nouveau combat, pour le coup. Toi, quand tu as cette discussion-là avec des gens, parce que l'écosystème dans lequel tu travailles ou tu es, tu rencontres beaucoup de gens qui ont des moyens considérables. Ce discours-là, tu le tiens, tu arrives à le tenir? Est-ce que c'est du discours, parce que toi, tu as un discours plutôt... Alors, le discours que tu tiens, c'est plutôt mon discours, donc j'aime beaucoup toujours, qui est celui que je pousse sur le partage. Toi, tu as été plutôt sur la partie, on va dire, partage, mais là, on est plutôt sur les sujets de gaspillage alimentaire, de climat, moins sur ces sujets sociétaux. T'essayes, tu veux les porter de plus en plus, ces sujets sociétaux Oui, de complètement. partage, Récemment, j'ai signé une tribune sur l'héritage et sur le fait que je crois que c'est les 1% des foyers les plus riches, c'est-à-dire vraiment une toute petite partie de la population, devraient être beaucoup plus taxés sur l'héritage. Et moi, je considère que c'est pas forcément un cadeau quand tes enfants ont déjà grandi dans un milieu surprivilégié, qu'ils ont toute l'éducation, le réseau, etc., que tu leur as transféré, d'en plus leur laisser un gros paquet le jour où tu t'en vas. Donc oui, je prends de plus en plus la parole parce que je considère que c'est hyper important de donner plus de place à une élite financière qui dit on veut payer plus d'impôts. Non, on partira pas en Belgique et au Luxembourg si vous augmentez les taxes. Et oui, on considère que c'est normal quand on a beaucoup de sous de partager davantage. Tu comprends ça, toi, de pouvoir changer de vie juste pour payer moins d'impôts? C'est-à-dire partir dans des pays... En fait, c'est ce qui est tellement dommage, c'est que quand tu as de l'argent, ça t'offre la liberté de pouvoir faire tes choix sans considérer l'argent, justement. Et donc, faire ses choix pour protéger son argent, on marche totalement sur la tête, en fait, parce que l'argent, ça apporte la liberté de choisir ce qu'on a envie de faire sans se prendre la tête là-dessus, quoi. Mais quand t'as ça et quand t'as un ami à toi qui fait différemment, tu peux dire « j'ai pas envie d'être ami avec cette personne-là » ? Alors moi, j'essaie vraiment tu vois, et sur les sujets écologiques et sur ces sujets-là, de pas être dans le jugement, mais vraiment être dans l'inspiration et de se dire, bah regarde, moi, je vois vraiment les choses comme ça. T'as réussi à inspirer ? Ouais, je pense. T'as des gens qui sont revenus de ces pays-là ? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question. D'accord. Parce qu'ils entendent mon discours et ils se disent c'est vrai qu'elle a pas tort. Enfin, en fait, pourquoi est-ce que je me contrains pour protéger mon argent alors que j'ai beaucoup trop d'argent ? Attendons de voir comme jusqu'au bout, hein, s'ils sont revenus ou s'ils ont payé plus. En fait, c'est ce qu'on fait aussi, c'est ce que je fais en tant qu'ambassadrice EPIC. Bien sûr. C'est dire à ces gens, vous pouvez faire tellement de choses géniales avec votre argent, profitez-en, quoi. Mais c'est certain que c'est un sujet parce qu'en fait, tu as raison, une protection de l'argent qui est assez ultime. Mais on revient sur un sujet que tu as précisé dès le départ, quand tu me parlais de ce qu'il y aura sur ta tombe, c'est exactement ça, c'est le pourquoi. C'est que toi, très tôt, tu sais. Et c'est rare de savoir, ça prend normalement des années, parfois on ne sait même pas pourquoi tu es là. Moi je sais que c'est une discussion que j'ai souvent. Et dernier podcast, j'ai eu comme ça avec un entrepreneur génial, en disant mais ton entreprise fait 1 milliard, c'est quoi après 2 milliards, 3 milliards c'est quoi la finalité? Et je pense que cette finalité, si tu la définis pas assez tôt, c'est peut-être un peu plus compliqué. Et c'est là où tu peux être drivé par des choix qui ne sont pas forcément les meilleurs. Est-ce que tu penses, toujours dans cette pause Too Good To Go, que les entrepreneurs doivent se mêler de plus en plus de politique ? Oui, je pense que l'entreprise est politique par essence. Moi, je dis toujours que l'entreprise, c'est le véhicule à impact le plus efficace pour changer le monde. Et c'est pour ça que l'entrepreneuriat à impact, je trouve que c'est génial. Et je pense que c'est important de distinguer l'entrepreneur de l'entreprise. En fait, moi, je me suis jamais permis, depuis les comptes de Too Good To Go, d'indiquer pour qui il faut aller voter, d'indiquer, de prendre position autre que sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, où là, pour le coup, on y allait à fond. Mais par contre, moi, prendre position au nom de Too Good To Go sur le conflit israélo-palestinien, sur des thématiques sociétales, je pense que c'est pas le rôle de Too Good To Go. Par contre, que moi, Lucie Bache, en tant qu'entrepreneuse, je puisse prendre la parole sur ces sujets, je pense que c'est essentiel. Tu l'as souvent fait ? Tu t'es posé la question, je suis pas sûr que tu l'aies fait par exemple sur le conflit là. Non, parce que je considère que je ne suis pas bien positionnée pour le faire. En fait, c'est là aussi, c'est l'humilité. C'est quels sont les sujets où je considère que j'ai un avis à avoir ou que j'ai un avis qui est assez pertinent, et quels sont les sujets sur lesquels je suis pas. En fait, moi, la géopolitique, je sais que je suis nulle, en fait. Donc, qu'est-ce que je vais aller dire ? Ça me regarde pas. Par contre, sur tous les sujets du climat, par exemple, ça, c'est des choses que je fais très régulièrement. J'ai fait beaucoup de tribunes, notamment via la Climate House, où on embarque tous les cofondateurs derrière. Tu t'es jamais positionné pour
un parti politique, jamais. Non, par contre, je dis allez voter. D'accord. Et je dis votez contre le RN. Donc tu te positionnes... Pas pour un parti politique, mais D'accord. contre un, oui. Allez, contre l'extrême droite. Ouais. Ok. Le télétravail. Ouais. Généralisé. Est-ce que pour toi, tu trouves qu'on était à 3 jours, 2 jours sur 5, là on est en train de se positionner, certaines sociétés sont en train de dire on revient sur du 4 jours, peut-être 5 jours sur 5. Toi, qu'est-ce que toi qui aimes aller en Bretagne? Ouais, moi j'aime pas trop les règles et les principes de manière générale. Je disais, on m'a jamais dit non parce que en fait je veux toujours savoir pourquoi. Donc moi je suis pour la liberté au travail, c'est-à-dire que quand on a la chance de faire des jobs où finalement il suffit d'un ordinateur pour pouvoir faire notre travail, ça nous donne une liberté folle de pouvoir travailler de où on veut. Tant que pour moi, je pense que pour monter une boîte, c'est essentiel d'avoir une culture d'entreprise très forte. Et je pense que rien ne remplace le fait de travailler l'un à côté de l'autre, le fait de se rencontrer, le fait de vivre des expériences ensemble en physique. Donc moi, ce que je dis à mes équipes, c'est en fait, il n'y a pas de règles. Par contre, typiquement, on a des jours d'équipe où je veux que tout le monde soit au bureau. Le reste du temps, en fait, vous faites ce que vous voulez. Donc c'est combien de jours Donc nous, chez Poppins, là, on fait 2 jours toutes les 2 semaines où on est tous ensemble au bureau. Et ça, en fait, ça nous prend... après, en fait, il y a 2 jours où on est en pleine émulsion collective. Et puis après, les gens, le reste du temps, ils font ce qu'ils veulent. D'accord. Donc, on est quand même sur 4 jours par mois. Donc, c'est un télétravail très généralisé. Oui, mais moi, je suis tous les jours au bureau et on est au moins 5 au bureau tous les jours. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés, mais en fait, ils ont envie de venir parce qu'il y en a qui adorent le télétravail, qui adorent être au bureau aussi. Un dernier petit Too Good To Go pour toi, le Black Friday. Good to go. Non, rappelons ce qu'est le Black Friday quand même. C'est vraiment une espèce de déferlante de shopping illimité, consommer le plus possible. Enfin, ça typiquement, ça devrait être interdit en fait. Et nous, pour le coup, très souvent, avec Too Good To Go, on milite pour le Green Friday. Et c'est au contraire des moments où on se dit on n'achète plus rien ce jour-là, quoi. Donc pour toi, Chine, ça doit être interdit. Toutes ces entreprises devraient même pas exister. En fait, c'est là où l'État doit protéger le citoyen. Et le citoyen, il a besoin d'une planète pour vivre. Et donc, en fait, tout ce qui est vraiment à l'inverse des intérêts de la nature, il faut les interdire. Hein. Donc toi, t'es comme ça. Donc c'est un peu extrême, ça. En fait, on est dans j'aime la radicalité. On est dans une condition extrême, en fait. Là, l'urgence climatique, c'est aujourd'hui, en fait. Et donc, oui, il faut prendre des décisions radicales. Mais on est d'accord et je t'entends, mais on est d'accord que c'est pas que sur le climat. Il faut mettre de l'extrémisme et de la radicalité sur beaucoup de choses. Tu parlais tout à l'heure des taxations, tu parlais tout à l'heure de cette solidarité qu'on a un peu oubliée. Ce radicalisme, qui peut-être ce qui a manqué un peu ces dernières décennies. Oui, mais la radicalité, ça peut impliquer de laisser certains sur le carreau. Ça peut impliquer de faire que énormément de gens se retrouvent dans une détresse. Donc, la radicalité, tant qu'elle est sociale et tant qu'elle est faite intelligemment, oui, mais faut pas juste aller couper au couteau des choses. Il faut vraiment réfléchir, quoi. Lucie, merci beaucoup. Merci à toi, Alexandre. Merci à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous sur RCJ. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Si vous voulez me suggérer des invités ou simplement me faire part de retours, vous pouvez me contacter via LinkedIn en tapant Alexandre Mars ou bien m'écrire à l'adresse suivante, le podcast pause@gmail.com.